Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode qu'on enregistre aujourd'hui pour The Big Shift à la Cité des Sciences. On a enregistré un premier épisode juste avant avec Claire Nouvian que je qualifierais d'engagé. On va enregistrer maintenant un deuxième épisode avec Pierre Gilbert qui sera un épisode peut-être un peu plus scientifique. On va vous parler de l'outre des mers, on va vous parler de cachalot, il sera scientifique mais certainement pas chiant. À la fin de cet épisode, vous aurez compris à quel point l'océan a une importance capitale dans la régulation du climat et surtout comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur la biodiversité qu'il compose pour le réparer. Voilà, on enregistre dans le superbe forum de la Cité des Sciences dans le cadre d'une collaboration entre The Big Shift et la Cité des Sciences pour leur exposition sur l'urgence climatique et plus précisément dans leur rendez-vous de l'urgence environnementale. Merci à tous et à toute l'équipe de la Cité des Sciences pour leur accueil. Salut Pierre, comment ça va ? Bonjour et merci pour l'invitation et ça va super bien. Et écoute, trop cool. Par curiosité, dans l'audience là qui est à côté de nous, qui sait un peu de quoi on parle quand on parle de géomimétisme ou de biomimétisme ? Est-ce que vous avez ces sujets en tête ? Ok, on parle de 10% à peu près. C'est déjà pas mal. Pierre, toi, tu es l'auteur de Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature. Tu es cofondateur de l'Institut Rousseau et puis tu es fondateur d'une plateforme qui s'appelle Sator, où tu donnes la parole à des experts d'un sujet sous le format production Netflix, où ils ont 10 heures de contenu en mini-épisode d'une demi-heure sur plein de sujets. Il y a déjà 4 de tes intervenants qui sont passés dans le podcast. Lucille Schmitt sur la démocratie, Florent Coureau sur la comptabilité écologique et Charlène Descolonges sur l'hydrologie et la ressource en eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre, mais on le retrouvera. Audrey Boilly, non ? Sur les limites Audrey Boilly, bien sûr, sur les limites planétaires, tout à fait. Donc, tu es le 5e. Et donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour l'audience, s'il te plaît ? Ouais, écoute, encore merci pour l'invitation. Donc Pierre Gilbert, moi j'ai 2 casquettes du coup, entrepreneur avec Sator depuis 2 ans et demi. Donc effectivement, sur Sator, on va voir des experts qu'on estime avant-gardistes, qu'on estime assez visionnaires sur tous ces sujets qui nous occupent, et on leur donne l'espace et le temps. Voilà, on leur donne 10 heures en épisode d'une demi-heure pour aller vraiment au fond des choses, et on en ressort en tant qu'auditeur, mais semi-expert du sujet, quoi. Enfin, on essaye de casser un peu l'infobésité permanente, cette espèce de grésillement informationnel qui nous fait pas forcément comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est ma casquette d'entrepreneur. Et puis, à la base, mon métier, c'est d'être prospectiviste en matière de risque climatique. Donc en gros, ma mission, initialement pour le ministère des Armées d'ailleurs, c'était de comprendre comment le changement climatique allait impacter davantage nos sociétés dans les prochaines décennies et a fortiori sur les enjeux sécuritaires. Donc je brassais comme ça une certaine quantité de matières scientifiques, de chiffres, de modélisation, etc. Et je devais traduire ça en langage intelligible pour les politiques publiques et tant et si bien que, pris dans cette espèce de machine à laver perpétuelle de mauvaises nouvelles, parce que les chiffres du climat, ils sont pas réjouissants, à un moment, je me suis posé la question de que faire, moi, pour apporter une petite brique de positivité dans tout ça, parce que j'ai cette chance d'être dans la matière scientifique à assez haut niveau, parce que je synthétise beaucoup de travail de chercheurs. Voilà, j'ai cette chance-là. Il y a aussi du positif dans la science, et la science, en tant que telle, elle ne nous condamne pas sur le plan climatique. Pour moi, c'est plutôt l'inaction politique qui nous condamne. Et donc, comme ça, je suis parti chercher tous les petits éléments scientifiques, notamment sur la biodiversité, mais qui nous permettent d'envisager des pistes concrètes pour réparer la planète et réparer le climat. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que on peut aider la biodiversité à absorber du CO2 et donc refroidir l'atmosphère. Et c'est ça le géomimétisme. C'est normal que vous connaissiez pas parce que c'est un néologisme. C'est une contraction entre biomimétisme, donc le fait de s'inspirer du vivant en tant que société pour nos produits industriels, pour nos modes d'organisation. Voilà, biomimétisme, on mime le vivant. Et géo, c'est la terre, le climat. Et donc, c'est un terme qui s'oppose à celui de géo-ingénierie. A priori, c'est quand même pas la conseillère d'orientation qui t'a conseillé ce type de métier au lycée. Comment est-ce que tu te retrouves là-dedans ? Les mystères des synchronicités de la vie, mais moi, il se trouve que j'ai toujours été passionné par les sciences depuis tout petit. Je pense que c'est d'ailleurs assez constitutif dans un itinéraire personnel, le temps d'exposition à la nature quand t'es gamin. Voilà. Donc
moi, j'ai eu cette chance de passer beaucoup de temps dehors petit à examiner tout un tas de petits têtards dans les mares, des petits insectes, des petits poissons dans les mares, parce que je suis originaire de Basse-Normandie. Et donc, j'allais pêcher à l'épuisette comme ça des petits poissons dans les mares. Puis, il y a une quinzaine d'années, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus du tout de ces petits poissons dans les mares. Alors que quand j'étais tout petit, il y avait une certaine abondance. Donc, c'est quand même des choses qui m'ont mis un peu sur le plan sensible, un peu la puce à l'oreille sur l'effondrement du vivant. Et progressivement, j'ai senti l'appel de me consacrer beaucoup plus à ça, même si j'avais fait des études qui portaient surtout sur les sciences politiques. Voilà. Tu parlais du coup de s'opposer à la géo-ingénierie. Alors on a enregistré un épisode il y a 2 semaines avec Marine de Guglielmo, spécifiquement sur la géo-ingénierie et à quel point en fait ces technologies de modification du climat sont en train de nous pousser dans un environnement où on se dit que de toute façon on va pouvoir faire mieux d'ici 10 ans. Pourquoi est-ce que toi du coup ça vient à rebours de ce terme, le géomimétisme? Alors peut-être pour comprendre ce qu'est la géo-ingénierie c'est l'ensemble des techniques qui visent à modifier directement le climat, plutôt des technologies, parce que voilà, on va parler de choses comme la modification du rythme des pluies, l'ensemencement des nuages. On va parler de choses comme le fait de faire rebondir les rayons du soleil avec des aérosols qu'on envoie dans l'atmosphère, qui font des microparticules, qui font mini-miroirs, et qui font rebondir comme ça une partie de l'énergie solaire pour refroidir la Terre. Donc ça, c'est la géo-ingénierie solaire. Et puis, on va aussi parler de la géo-ingénierie de la captation du CO2. Ça, c'est tout un tas de gens, des industriels, et souvent des industriels issus des milieux pétro-gaziers, qui vous expliquent qu'on va absorber du CO2 avec des gros aspirateurs. Grosso modo, c'est ça la géo-ingénierie du carbone. Et quand on fouille un petit peu sur qui porte ces projets, on se rend compte que ça fait partie de la feuille de route de l'industrie pétro-gazière pour gagner 15 ans de business as usual. Pourquoi ? Parce que en disant à des responsables politiques que les solutions technologiques arrivent, on les dissuade de l'urgence d'agir, et notamment sur les énergies fossiles. Et pour moi, c'est une espèce de paravent, c'est une espèce d'écran de fumée, parce que sur le plan technique, ça marche pas du tout, et on n'est vraiment pas proche de ce que ça marche. Aujourd'hui, si vous voulez absorber beaucoup de CO2 avec des gros aspirateurs, c'est très très compliqué, ça demande beaucoup de métaux, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'eau. On est très mauvais pour stocker le CO2 sous le sol, donc on est très très loin d'être opérationnel et encore plus à grande échelle là-dessus. Donc je me suis dit, on a un truc qui fonctionne très bien depuis 3,6 milliards d'années, qui s'appelle la biodiversité, le vivant, qui sait très très bien stocker du carbone. Et pourquoi pas essayer de montrer aux gens combien justement ces puits naturels de carbone peuvent stocker concrètement de CO2 dans les prochaines années et quelle partie ça peut remplir entre guillemets de notre mission d'objectifs climatiques. Alors aujourd'hui, dans le cadre du partenariat avec la Cité des Sciences, on va parler beaucoup plus de géomimétisme océanique, puisque l'océan, c'est un peu le thème de cette semaine, des rendez-vous de l'urgence environnementale. Pourquoi est-ce que le géomimétisme océanique, il est aussi important ? Qu'est-ce qu'il représente en rapport de tout le reste ? Alors, le géomimétisme, c'est l'ensemble des politiques publiques, entre guillemets, qui aident la biodiversité à absorber du carbone. Voilà, donc on parle là surtout de ce qu'on appelle les puits naturels de carbone. Il y en a 5, grosso modo, qui sont les forêts. Spontanément, évidemment, on pense aux forêts pour stocker du carbone, et on a raison, parce que c'est un des puits naturels de carbone les plus puissants. On a les sols agricoles quand on fait de l'agroécologie, on a les zones humides qui absorbent énormément de carbone aussi, on a les prairies, le permafrost, et puis on a les océans. Et c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins pour le coup, mais les océans régulent évidemment le climat, on va en parler. Sans les océans, il ferait 9 degrés supplémentaires, sans la capacité d'absorption thermique des océans sur les 2 derniers siècles, depuis la révolution industrielle, avec notre réchauffement climatique, il ferait plus 9 degrés sur les continents. Heureusement pour nous, les océans ont absorbé une partie colossale de cette énergie thermique supplémentaire, de par sa masse et de par sa nature physique, c'est de l'eau, c'est pas de l'air, donc c'est beaucoup plus dense. Mais autant vous dire que on a très très intérêt à comprendre comment les océans stockent du carbone, c'est ce qu'on va aborder maintenant, et à comprendre comment est-ce qu'on peut les y aider. Parce que là, vu qu'on est en train de les détruire, on les empêche de stocker aussi tout ce carbone dont on a besoin qu'elles stockent.
Aujourd'hui, donc, les océans, ils réceptionnent à peu près 93% de l'énergie supplémentaire qui est générée par le réchauffement climatique. Donc ça veut dire que c'est les 7% restants, c'est les terres. Donc c'est énorme, monumental. Qu'est-ce que ça représente en termes d'énergie à peu près? Alors c'est vrai que ça peut paraître être des grands chiffres abstraits comme ça, hein. Effectivement, 93% de l'énergie supplémentaire qu'emmagasine la biosphère à cause du réchauffement climatique, à cause de l'humain, est absorbée dans l'eau des océans. Pour vous donner une idée, ça correspond à 4,5 bombes nucléaires d'Hiroshima par seconde d'énergie thermique absorbée dans les océans. Voilà. Là, vous prenez la mesure de l'impact climatique qu'a l'humanité. C'est une demi-bombe d'Hiroshima par être humain depuis 2 siècles, hein, d'énergie thermique qu'on a envoyée dans les océans. Voilà. Voilà ce que c'est que le changement climatique. Et donc, évidemment, le fait d'absorber toute cette énergie n'est pas sans conséquences pour l'océan. Il y a 2 grandes conséquences majeures, hein, de destruction entre guillemets. Une première qui s'appelle tout simplement le réchauffement des océans, puisque sur les 80 premiers centimètres des océans, eh bien, on a gagné 1 degré en quelques décennies. Donc ça va aussi vite dans les océans qu'à la surface de la Terre. Et puis, qui dit des eaux plus chaudes, dit des eaux plus stratifiées. Il faut savoir que dans l'océan, vous avez grosso modo une couche de surface qu'on appelle la couche photique, qui est en contact avec la lumière du soleil. Et puis vous avez des couches obscures, beaucoup plus froides, qui ne se mélangent pas. C'est-à-dire que l'océan, il faut imaginer une sorte de tapis roulant. Où vous avez 2 couches qui ne se mélangent pas. Elles se mélangent à certains endroits par un mécanisme de tapis roulant, mais ces couches-là, voilà. Et donc, elles sont de nature différente. L'eau, plus elle est chaude, moins elle absorbe d'oxygène. Donc avec le réchauffement climatique, cette petite couche en surface, elle est de moins en moins oxygénée. Ça, c'est pas bon du tout pour les poissons, parce que évidemment, quand le moins vous avez d'oxygène dissous dans l'eau, le moins vous pouvez oxygéner un grand corps. Donc les poissons ont tendance à diminuer en taille, en plus des effets de la surpêche. Mais on estime que comme ça, d'ici la fin du siècle, eh bien, le taux d'oxygène dans l'eau pourrait être réduit de 4%, et que ça pourrait induire une réduction de la taille des poissons de 20 à 30%. Or, on va le voir, les poissons sont très importants pour absorber du carbone. Bref, donc ça, premier effet, réchauffement des eaux de surface. Deuxième effet, acidification. C'est-à-dire que la concentration de CO2 dans l'atmosphère fait qu'il y a plus de CO2 qui est absorbé par la surface de l'eau. Donc le CO2, il va se dissoudre dans l'eau et créer de l'acide carbonique. Donc cet acide carbonique va acidifier l'eau. Et il y a une partie qui va, c'est des petits ions chargés négativement, hein, qui vont ne demander qu'une chose, c'est de se rattacher avec des molécules chargées positivement. Je vous renvoie à vos cours de chimie, mais en gros, vos petits ions d'acide carbonique vont chercher à s'attacher à des particules de calcium pour former des carbohydrates qui sont des carbonates de calcium qui sont des formes stables du carbone dans l'eau, inerte, mais il n'y a pas un infini de calcium dans les océans. Donc à un moment, il y a juste trop d'ions d'acide carbonique et pas assez de quoi faire des carbonates stables. Donc les océans vont s'acidifier, et ça c'est très très dommageable évidemment pour tout un tas notamment de micro-organismes, mais dont la coquille est en calcaire. Et qui sont très sensibles au degré d'acidité qui vient ronger leur exosquelette, qui vient ronger leur coquille. Donc voilà, et puis... Effectivement, réchauffement, acidification. Est-ce qu'il y en a un troisième? Après, il y a des déclinaisons de ça, c'est-à-dire que le réchauffement, il n'est pas uniforme, évidemment. Vous avez des canicules sous-marines. 8 des 10 grands épisodes de canicules sous-marines qu'on a connus sur la planète ont eu lieu ces 10 dernières années. Donc l'augmentation des canicules sous-marines qui ont un effet très très délétère sur la vie est en exponentiel. Et on a des zones aussi qui sont qu'on appelle des zones mortes océaniques, qui se déchargent complètement de leur oxygène parce qu'elles sont plus chaudes, mais surtout à cause des effluents, notamment dus à l'agriculture, des engrais, des azotes, du phosphore. On va avoir des effets d'eutrophisation, c'est-à-dire qu'à la sortie de nos grands fleuves qui charrient tous ces engrais, eh bien, vous allez avoir des explosions d'algues comme ça qui vont grandir entre guillemets toutes d'un coup et qui vont mourir toutes d'un coup.
Du coup, des petites bactéries vont venir les grignoter, grignoter les cadavres de ces phytoplanctons et consumer du coup tout l'oxygène qu'il y a autour pour leur métabolisme. Et du coup, d'un coup, ces zones-là vont être désertifiées parce qu'il n'y aura plus d'oxygène, donc les poissons vont partir, tout ce qui vit sur le plancher océanique va mourir, et vous vous retrouvez comme ça dans le golfe du Mexique, par exemple, à la sortie du Mississippi qui charrie énormément d'engrais, avec une immense zone morte, pareil dans le golfe d'Aman, pareil même en mer du Nord. Voilà. Donc voilà d'autres grands types de destruction de nos océans. Bon, je pense qu'on a bien le constat de là où on en est, de ce qui est en train de se passer. On va avoir deux autres parties en gros dans cet épisode qui est qu'est-ce que la pompe biologique, donc en gros comment est-ce que ce carbone peut être créé et stocké dans les profondeurs, et puis le deuxième c'est comment est-ce que nous on peut limiter pour peut-être réussir à régénérer tous ces écosystèmes. Le premier, la pompe biologique, donc toi tu le vois comme un ascenseur biologique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Comme je vous disais, les océans ont deux grandes manières d'absorber du carbone. La première manière, c'est ce qu'on appelle la pompe physique. C'est tout simplement le fait que le CO2 va se dissoudre dans l'eau et être embarqué en profondeur quand l'eau, notamment près des pôles, l'eau de surface va passer en profondeur comme ça sur cet effet tapis roulant. C'est la circulation thermohaline, c'est le fonctionnement de nos grands courants océaniques. Bref, donc ça c'est évidemment ce qui absorbe le plus de CO2 atmosphérique, mais ce qui dommage le plus l'océan. Et puis il y a une autre grande manière pour les océans d'absorber du carbone, c'est à travers la vie, à travers la biologie, et notamment le plancton. C'est-à-dire que la production de phytoplancton chaque année, en termes de masse, c'est la moitié de la biomasse totale primaire produite chaque année. En gros, vous avez autant de plancton qui est produit chaque année que de tout le reste des végétaux sur Terre. Donc c'est énorme. Et tout ça, ça représente beaucoup de carbone. Donc il y a une partie évidemment de ces planctons qui vont être mangés par toute la chaîne alimentaire, des zooplanctons, des poissons, des grands mammifères marins, etc. Donc redégradés ensuite et repartir dans l'atmosphère. C'est tous les cycles la digestion, etc. du carbone. Mais vous avez une partie de ce plancton qui va couler sur le plancher océanique. Et une partie de tous les animaux, des poissons, des baleines, etc., qui vont mourir ou déféquer, mais qui vont envoyer de la matière organique sur le plancher océanique. Et toute cette matière organique qui va couler, elle va atterrir sur le plancher, parfois à des grandes profondeurs. Et là, il va se passer un phénomène qui est intéressant, qui est que à partir d'une certaine profondeur, 400 mètres, il n'y a plus trop d'oxygène sur le plancher. Donc il y a des petites bactéries qui sont anaérobies, qui vont manger cette matière organique-là et la transformer en méthane, sauf que le méthane ne va pas pouvoir remonter à cause de la pression de l'eau et de la température. Donc ça va former des glaces de méthane qui sont une forme stable du carbone pendant des milliers d'années. En gros, ces glaces-là, c'est du carbone qui est stocké, qui a disparu du cycle, et c'est très bien pour nous. Et puis, vous avez les vases. Il y a une autre partie de cette matière organique, des cadavres de poissons, etc., qui va être comme ça intégrée dans le sable, dans la vase. La vase, elle est grise foncée parce qu'elle est chargée en carbone. Et voilà. Et tout ça pour vous dire que le plus vous avez de vie marine, le plus vous avez de cette matière organique qui termine par sédimenter comme ça sur les planchers océaniques, et donc à sortir du jeu climatique. Donc conclusion de ça, le plus on a de vie marine, le plus on a de poissons, le plus on a de baleines, on va y revenir, et le plus on aura de plancton, et donc le plus on aura de CO2 comme ça qui va être absorbé par ces végétaux marins. Alors on l'a vu dans un épisode précédent avec Claire Nouvian, que effectivement on commençait à perdre de cette vie marine, de cette capacité à régénérer les écosystèmes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Où en est la pompe biologique ? Est-ce qu'on est dans un état grave ? Est-ce qu'on est dans un état réversible ou pas ? Alors, on a perdu, grosso modo, en un siècle, la moitié de la biomasse vivante dans les océans. Voilà, sur tous les poissons, Claire en a très bien parlé. Donc c'est colossal. Ça veut dire que votre pompe biologique océanique, si on peut schématiser, elle a été coupée en deux. Elle a été divisée par deux. Pour vous donner un ordre de grandeur, la pompe biologique océanique, ça transforme l'équivalent de 2% de nos émissions chaque année en sédiments qui sortent du jeu. Donc c'est beaucoup quand même, 2%. Sachant que, encore une fois, elle est très mal en point. Donc si on redéployait de la vie marine, ces 2%-là pourraient augmenter.
Et si on baissait nos émissions par ailleurs, ces 2%-là, ils pourraient aussi augmenter de manière relative. C'est les mathématiques. Donc, elle est très mal menée, cette pompe biologique, de par l'acidification, le réchauffement des eaux, enfin la surpêche énormément. Surtout que il y a aussi un truc, c'est que quand vous passez avec des chaluts en eau profonde et que vous raclez ce plancher océanique, vous remélangez tous les sédiments, vous remettez en suspension toute cette vase qui a accumulé du carbone, et donc vous permettez à des petites bactéries de remanger le carbone qui était caché là-dedans avec de l'oxygène et donc de le transformer en CO2. Carbone, oxygène, CO2. Donc ce CO2 va remonter et in fine repartir dans l'atmosphère. Donc ce chalutage en eau profonde dont parlait Claire Nouvian est destructeur pour le climat. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie récemment qui montre que si on prend ça en compte, eh bien l'impact climatique de la pêche mondiale, donc ce qu'émettent les navires en brûlant leur fuel, etc., plus ce qui est émis par le fait de détruire les fonds marins, eh bien c'est plus d'émissions que la France. Voilà. Ça serait une des principales puissances émettrices du monde si c'était un pays. Donc on parle là d'enjeux colossaux. Heureusement, il y a beaucoup de manières de réparer cette pompe biologique océanique et pour le plus grand bien de l'humanité parce que, comme Claire l'a dit, la biodiversité, a fortiori marine, ne demande qu'une chose, c'est de redéployer si on lui fout la paix. Et ça marche très très bien. Claire vous a dit, si vous laissez tranquille une zone protégée pendant 5 ans, la population de poissons sur cette zone, elle a augmenté par 5. Voilà. Donc on est clairement sur des mécanismes de recouvrement de population qui peuvent être exponentiels. Donc c'est très positif, si on leur fout un petit peu la paix. Ouais, et a priori, pour le moment, on a assez peu d'aires marines protégées qui le sont vraiment. Je renvoie les auditeurs à l'épisode avec Claire Nouvian qui est sorti juste avant, si vous nous écoutez. Quelles sont les solutions? Alors, j'aimerais qu'on parle des solutions. Peut-être, est-ce que tu as des exemples d'animaux? On est à la Cité des Sciences, évidemment, il y a des enfants qui jouent. Est-ce que tu as des exemples d'animaux ou de cétacés qui fonctionnent et qui font vraiment fonctionner cette pompe biologique et qui sont capables de la réparer eux-mêmes? Bien sûr. Alors, il faut comprendre que dans la pompe biologique, tout le monde a un rôle. Le premier rôle, évidemment, c'est les phytoplanctons. Il y a deux grandes familles il y a plusieurs familles de phytoplancton, mais il y en a deux qui sont intéressantes. Les diatomées. Les diatomées, c'est des petits organismes photosynthétiques, donc qui vont capter du carbone pour faire de la biomasse et qui vont s'enrouler dans une carapace de silice, de fer. Nous, de verre, pardon. Nous, les diatomées, quand on fait du biomimétisme, ils nous passionnent parce qu'ils arrivent à créer du verre d'excellente qualité à température ambiante. Alors que nous, dans l'industrie, on est obligé de chauffer de la silice à 1500 degrés pour faire des verres d'excellence. Ouais. Donc ces petits diatomées, quand elles vont mourir, à cause de cette carapace de verre, elles sont très lourdes et elles vont tomber à pic sur le plancher océanique. Donc elles emmènent beaucoup de carbone avec eux. Ça nous intéresse. D'ailleurs, pour l'anecdote, ces diatomées, quand elles vont s'accumuler sur le plancher océanique et que quelques millions d'années plus tard, elles nous donnent de la terre de diatomée, de la diatomite, eh bien, quelque part, elles ont permis à Monsieur Alfred Nobel d'être Monsieur Alfred Nobel et de lancer les prix Nobel. Pourquoi ? Parce que, en fait, ces concrétions de petites carapaces creuses en verre, elles ont le fabuleux pouvoir de stabiliser la nitroglycérine. Alfred Nobel, c'est l'inventeur de la dynamite. La dynamite, c'est de la nitroglycérine dans des cadavres de diatomée, de la diatomite, et ça, vous pouvez en faire des bâtons et le transporter. Voilà, donc bon, ça c'était pour l'anecdote. Donc voilà, les diatomées, et puis l'autre grande variété de phytoplancton qui nous intéresse particulièrement, c'est les coccolithophores. Alors on adore ce mot, mais en gros, ça ressemble à des petites étoiles de la mort dans Star Wars. Voilà, c'est des petites boules dans des carapaces de carbonate de calcium, de calcaire, et en fait, elles ont la propriété d'absorber comme ça du carbone dissous pour faire sa carapace et d'envoyer ce calcaire sur le fond et quelques millions d'années plus tard, ça nous donne de la craie. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect plancton essentiel. C'est le principal pourvoyeur de CO2, enfin de transformateur de CO2 en refroidissement climatique quelque part. Donc on a tout intérêt à ce que ce plancton se multiplie au maximum. Et la solution pour ça, c'est les baleines. C'est les baleines parce que les baleines, c'est un peu les alchimistes des océans. C'est un peu les vers de terre des océans. Elles ont une propriété assez remarquable qui est de concentrer les nutriments
dans leur organisme en se nourrissant. Hein. Une baleine bleue, par exemple, elle peut vous avaler 16 tonnes de krill en une journée de chasse. C'est énorme. Et puis, les baleines, elles vont aller nager au cours de leur migration et déféquer ce purin, on dit purin pour les baleines, mais qui est extrêmement riche en azote, en phosphore, en fer, qui sont les éléments limitants pour la croissance du plancton. Donc à chaque fois qu'une baleine défèque, elle permet une petite explosion de vie autour d'elle. Hein. Le plancton se redéploie, va être remangé par toute la chaîne biologique, une partie va couler, etc. Et ainsi de suite. Donc les baleines, comme ça, de proche en proche, diffusent la vie jusqu'à très très loin dans les océans, qui sont sinon des déserts biologiques. Hein. Si vous allez au milieu du Pacifique, il n'y a pas grande vie qui tient, et la plupart du peu de vie qu'il y a, c'est parce qu'il y a des baleines qui font des migrations sur ces transits-là. Peut-être pour l'expliquer autrement, si vous prenez... parce que ça vaut le coup que je vous donne quelques chiffres quand même. Parce que, en gros, si vous voulez, du côté de l'Antarctique, l'Antarctique, c'est une des zones les plus riches en baleines. Et ces baleines-là, elles vont apporter les nutriments issus de l'Antarctique partout dans les océans. Il y a une étude fantastique de l'université de Stanford qui est sortie récemment, qui montre que les baleines, donc il y a un peu plus d'un siècle avant la grande chasse, on a perdu 3 millions de baleines en 50 ans. C'est la plus grande extinction de biomasse qu'a perpétuée l'humanité. Voilà. Et si on recouvre, et quand ces baleines étaient à leur plein potentiel de population, hein, il y a 2 siècles, eh bien, elles emmenaient tellement de nutriments depuis l'Antarctique, et notamment de fer, qu'à elles seules, les 4 principales baleines de l'Antarctique donnaient naissance à 11% de toute la vie marine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Alors, comment ça marche? C'est très simple. C'est-à-dire que l'Antarctique, c'est un continent, hein, c'est de la glace qui est sur de la roche. Quand les glaciers avancent et fondent au printemps, ils vont éroder une partie de la roche et donc libérer du fer, comme ça, dans l'eau. Et ce fer va être capté par, évidemment, le phytoplancton qui va naître hein, au printemps, notamment quand le soleil revient. Et ce phytoplancton va être mangé par le krill. Le krill, c'est ces petites crevettes qui sont à la base de toute la chaîne alimentaire de ces océans-là, et en fait presque de tous les océans. Enfin, c'est assez dingue à quel point cette espèce, le krill, nourrit tout le monde, hein, des manchots jusqu'aux baleines, en passant par les poissons, et voilà. Bref, donc le krill va concentrer ce fer, concentrer des graisses, etc. Il va être mangé par les baleines, notamment les baleines franches et les baleines bleues qui s'aventurent assez proches des glaciers. Et ces baleines vont aller migrer plus loin et apporter ces précieuses cargaisons et permettre comme ça au fer de se diffuser un peu partout dans les océans. Donc c'est passionnant, et si on reconstitue les populations de baleines, eh bien, de par la vie qu'on rediffuse ainsi, eh bien, on peut capter beaucoup de carbone. Et votre serviteur s'est amusé à faire ce genre de calcul. Donc je vous donne le résultat. Si on reconstitue les populations de baleines à leur plein potentiel, eh bien, chaque année, elles pourraient nous permettre à elles seules de séquestrer à peu près l'équivalent d'1% de nos émissions, de par diffuser la vie mondiale, du phytoplancton, de nos émissions mondiales. Donc c'est quand même énorme hein, quand on y pense. Il y a d'autres mécanismes hein, par lesquels les baleines stockent du carbone. Un cadavre de baleine qui tombe sur le plancher océanique, c'est beaucoup de carbone qui est enfoui hein, d'un coup. Bon, tout ça est absolument passionnant. Mais je vous ai parlé du plancton, du plus petit, je vous ai parlé des baleines qui permet au plancton de renaître. Vous voyez que c'est dans le vivant, on a une logique de l'abondance qui est très très différente que nous dans notre économie. C'est-à-dire que souvent les prédateurs permettent un essor des proies, ce qui est très contre-intuitif. Hein. Nous, l'économie classique nous a raconté que on joue dans un jeu à somme nulle et que s'il y en a qui s'enrichissent, c'est parce que d'autres perdent. Mais dans le vivant, c'est très très différent. L'abondance est partagée. C'est-à-dire quand il y avait 10 fois plus de baleines qu'aujourd'hui en Antarctique, il en fallait du krill pour nourrir toutes ces baleines. Bien, il se trouve que les baleines entretiennent le plancton qui nourrit le krill, qui nourrit les baleines, et que c'est une effervescence, c'est une abondance qui est perpétuellement maintenue. Donc ça, c'est assez inspirant. Donc je vous ai parlé des plus petits, le plancton, je vous ai parlé des plus grands, les baleines, mais les autres espèces aussi ont un rôle clé. Et peut-être que, est-ce que tu veux que je te parle par exemple du rôle des poissons qui est méconnu? Ouais, complètement. Et puis après, j'aimerais bien qu'on passe à la loutre des mers, que j'aime beaucoup. Je t'ai promis la loutre, mais non, parce que on parlait de pêche tout à l'heure avec Claire.
Ce qu'on sait moins, c'est que les poissons ont un rôle climatique qui est assez central. Pourquoi ? Parce que les poissons, ils vivent dans une eau qui est salée, ils ont besoin de s'hydrater, et donc ils absorbent de l'eau de mer en permanence, et donc ils ont les reins qui carburent. Les reins des poissons doivent extraire le sel de leur organisme en permanence, et ce faisant, ils vont former des petites boulettes de carbonate de calcium. Ils vont absorber de l'acide carbonique, du calcium, englober tout ça dans des petites boulettes de sel et les déféquer. C'est ce qu'on appelle des fesses pour les poissons. Et ça va tomber sur le plancher océanique et emmener comme ça un peu de carbone. Tant et si bien on se rend compte que près des bancs de poissons, les eaux sont moins acides. Donc ça, et en fait, on estime comme ça qu'à peu près 15% de tous les carbonates de calcium produits dans les océans le sont par les poissons. C'est gigantesque. Voilà. Donc on a tout intérêt à permettre aux poissons de se redéployer, même pour la pêche artisanale. Et c'est aussi un intérêt qui est climatique. Et pour la loutre, effectivement, donc dans le prochain bouquin, j'aurai un chapitre presque entier sur la loutre de mer, parce que ça fait partie de ces espèces clés de voûte. Une espèce clé de voûte, c'est une espèce où si vous la retirez, les écosystèmes s'effondrent parce qu'elles maintiennent un rôle qui est central. En l'occurrence, la loutre de mer, sa zone de vie, c'est le Pacifique Nord. Donc, c'est des eaux très froides. Donc, il lui faut une fourrure hyper dense. La loutre de mer, elle a le record du monde de la densité de fourrure. C'est 170 000 poils au centimètre carré. Votre chat, c'est 20 000 poils quand il est bien touffu, quoi. Donc ça, c'est pour se protéger des eaux froides. La loutre, elle vit en permanence dans l'eau. Elle sort très, très peu, finalement. Et puis, elle doit manger énormément pour reconstituer en permanence ses calories, parce qu'elle a peu de graisse, la loutre, parce qu'elle doit être hyper agile. Donc la loutre, c'est un ventre sur pattes, littéralement. Et parmi ses proies préférées, il y a les oursins. Et la loutre est un des seuls animaux marins assez intelligents pour retourner un oursin et le dévorer de l'intérieur sans se piquer. Donc, ce faisant, la loutre protège les grandes forêts de kelp. Donc, dans le Pacifique Nord, vous avez des grandes forêts d'algues brunes comme ça qui font d'immenses rideaux, qui peuvent monter sur des dizaines de mètres, qui sont des oasis de vie, parce que ces algues-là, elles diffusent énormément d'oxygène, elles donnent à manger à tout un tas de petits organismes qui vont nourrir les poissons, etc. Donc, c'est vraiment la forêt tropicale océanique, et ça capte énormément de carbone. Bref, quand vous n'avez pas de loutre de mer, les oursins vont manger ces algues-là, notamment de par le pied des algues, et les couper, et transformer ces zones en désert. Et permettre au carbone qui était stocké dans les vases de repartir dans l'atmosphère. Donc c'est très dommageable. À l'inverse, quand vous avez des loutres, un territoire sur lequel il y a des loutres de mer est 10 fois plus riche en carbone qu'un territoire où il n'y a plus de loutres de mer. Donc c'est assez fou. Or, je vous ai dit que la loutre avait un pelage particulièrement dense, et c'est bien ce qui a failli coûter son extinction, puisque, en fait, jusqu'à la moitié du 19e siècle, la loutre était chassée systématiquement et les fourrures étaient vendues à prix d'or, notamment en Asie, mais par les Russes. Il faut savoir qu'une bonne partie de l'expansion des Russes en Sibérie et jusqu'en Alaska était motivée par la loutre, par la chasse à la fourrure de la loutre. L'Alaska était russe avant d'être rétrocédé aux États-Unis naissants par la Russie, mais parce que c'était un territoire de trappe très très prisé des trappeurs russes. Et donc ils ont exterminé comme ça la plupart des loutres. On a vraiment frôlé l'extinction, et à un moment il n'y avait plus que 2000 individus. Alors qu'à la base il y en avait peut-être 1,5 million. Enfin c'est voilà. Et puis d'ailleurs quand l'Alaska s'est vidé en loutres, les Russes, il n'y avait plus trop d'intérêt à maintenir ces terres lointaines, donc c'est là qu'ils les ont revendues aux États-Unis. Donc c'est quand même assez fou. Bref, donc je me suis amusé à faire le petit calcul suivant, qui est que si on réintroduisait la loutre sur son espace originel, combien de carbone ça nous permettrait d'absorber ? Eh bien, mes résultats, qui sont une compilation d'études scientifiques que j'ai moi-même complétées avec mes modélisations, nous disent que chaque année, on pourrait capter comme ça l'équivalent des émissions de 600 000 Français. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant, et que sur le plan économique, ça rapporterait 10 fois plus, notamment aux pêcheurs locaux, de par ces frayères, ces grandes forêts d'algues qui sont très bénéfiques pour les saumons, pour différentes espèces de poissons, que ça ne coûterait aux pêcheurs parce que la loutre mange quelques poissons. Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait nous inspirer ? Tu vois, quand on parle de biomimétisme, souvent on se dit on observe la nature et on en tire quelque chose que nous on peut créer à côté en s'en inspirant. Est-ce que le géomimétisme finalement c'est que on se dit on laisse les baleines tranquilles et elles font le taf, on laisse les loutres tranquilles et elles font le taf, ou est-ce qu'on peut
s'inspirer de ça pour nous créer des choses qui mimiquent ce système? Évidemment, c'est une excellente question. Donc, il y a évidemment une dimension il faut foutre la paix aux vivants. Donc, il y a une dimension proactive de zones protégées, etc. Mais moi, il y a une autre dimension qui m'intéresse très fortement, c'est comment est-ce qu'on déploie une logique de permaculture en mer, et notamment sur la base des algues. Parce que je vous ai parlé de ces grandes forêts d'algues brunes, mais les algues brunes, ça se cultive très très bien. Et en Bretagne, on est d'ailleurs les premiers cultivateurs d'algues en Europe. Très loin derrière les Asiatiques qui ont un peu d'avance sur nous là-dessus. Mais en gros, il vous suffit de quelques cordages que vous ensemencez avec des algues et vous pouvez les récolter comme ça chaque année. Et ces algues brunes, vous pouvez en faire beaucoup de choses. Depuis longtemps, on l'utilise pour l'agroalimentaire, pour faire l'agar-agar, etc. Enfin, des gélifiants, mais on peut en faire des engrais, on peut en faire des bioplastiques. Maintenant, on a tout un tas de startups qui peuvent vous faire à peu près n'importe quelle typologie de plastique biodégradable avec de l'algue. Et puis, on peut en faire aussi du biogaz et des biocarburants. Une algue, en poids sec, c'est 50% d'huile. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus oléagineux que n'importe quelle plante terrestre, type colza, palmier à huile, etc. Donc, si vous voulez faire des agrocarburants, plutôt que de prendre des terres arables comme un débile pour in fine avoir très peu de biocarburants sur des surfaces dont on a besoin pour nourrir l'humanité, autant cultiver des algues à grande échelle. Et ça n'a que des vertus si on le fait bien, c'est-à-dire avec des espèces d'algues brunes locales sur un rythme, si on reproduit les logiques de la permaculture dans les océans. Donc on peut faire des biocarburants, du biogaz, ça se méthanise très très bien. Bref, et comme ça on pourrait substituer une partie de nos besoins en énergie fossile. On pourrait même rétrofiter demain des raffineries, parce que les raffineries sont souvent sur des zones côtières, au Havre, etc., enfin dans les zones industrielles côtières. Demain, c'est de l'emploi qu'il va falloir transformer, puisqu'on doit sortir des énergies fossiles. Les algues nous offrent des perspectives pour ça, a fortiori quand on est la France. Et puis, il y a des synergies très intéressantes. En fait, pour récolter des algues, vous avez besoin du même matos que votre pêche industrielle quelque part. Donc là aussi, pour rétrofiter des grands chaluts dont on n'a plus besoin pour les raisons qu'indiquait Claire Nouvian, on pourrait en faire des bases d'extraction de ces cordages d'algues et ça serait somme toute assez vertueux. Ça permettrait de redynamiser tout le tissu économique de nos petits ports de pêche qui ont été dévastés par la diminution de la ressource halieutique. Et moi j'en viens, je suis originaire du Calvados près de Ouistreham et j'ai vu quand j'étais petit il y avait une flottille de 20 bateaux. Maintenant il n'y en a plus que 2 qui partent chaque jour. Donc voilà, avec les algues on peut redensifier un maillage industriel de proximité qui est vertueux, et puis on réoxygène l'eau, et puis surtout on la dépollue. Parce que les algues, et notamment les algues brunes, ont cette propriété d'absorber les microplastiques et d'absorber les surplus d'engrais, notamment d'azote et de phosphore. Donc dans tous les grandes embouchures de nos fleuves, on devrait mettre des rideaux d'algues. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font dans la Bronx River à New York. Ça marche très très bien, ça purifie l'eau de manière incroyable, et ça n'a encore une fois que des avantages. Et ces algues-là, en oxygénant l'eau, elles amènent les poissons. Elles rattirent les poissons, notamment des poissons de bonne taille. Et donc, si vous réfléchissez en synergie avec des petits chaluts qui pêchent à la ligne entre ces rideaux d'algues, vous avez un système qui est vertueux. Vous pouvez même le pousser encore plus loin en cultivant des coquillages en dessous, parce que ça s'y prête très bien. Les coquillages bénéficient de ces retombées de microparticules. Et les coquillages, c'est aussi très bon pour la planète. J'aurai un sous-chapitre sur le rôle des huîtres pour le climat, c'est passionnant. Mais voilà, on peut développer comme ça un modèle qui est très vertueux sur le plan économique et climatique. Et alors pourquoi est-ce que c'est en cours déjà à un niveau technique? Tu disais surtout en France, on a cette possibilité. Est-ce qu'on a des exemples d'industries qui sont en train de se reconvertir ou de permaculture alguière, j'imagine? Et si on va encore plus loin, est-ce que, comme dans le cas de la géo-ingénierie, il pourrait y avoir des effets néfastes si on va plus loin? Donc tu disais effectivement, si on réplique le schéma permaculture terrestre, mais ce serait quoi les écueils qu'il pourrait y avoir avec ce genre de système? C'est une très bonne question. Les écueils, moi, sur le plan technique, si c'est bien fait, c'est-à-dire si on n'importe pas des variétés d'algues qui ne sont pas adaptées au milieu, qui représentent un risque d'expansion incontrôlée, etc.,
Si c'est fait dans une logique de diversité, parce que c'est toujours pareil, hein, si vous cultivez la même espèce d'algues, le jour où vous avez un parasite, parce que ça existe aussi pour les algues, bon bah vous perdez tout. Donc il faut comme ça mixer les espèces, créer des synergies végétales sous-marines. Bref, si vous faites tout ça, il y a peu de chances que ça ne marche pas. Il peut y avoir des petits écueils en termes d'ancrage. En fait, il faut quand même fixer vos rideaux d'algues. Donc il faut quand même un moment les ancrer. Un ancrage d'une infrastructure, ça vaut pour les éoliennes offshore, ça vaut pour des dispositifs d'algues ou des ancres de bateaux, mais il faut bien penser votre truc pour pas que ça détruise le milieu localement. Parce que, par exemple, vous avez un problème avec les éoliennes offshore, même si par ailleurs je trouve que c'est très intéressant pour la transition, mais c'est les traînées de sédiments. C'est-à-dire que vous avez des courants marins qui vont un peu comme vos pieds, vous savez, quand vous mettez vos pieds, qu'une vague arrive sur la plage, quand la vague repart, ça creuse un sillon, ça ramène des sédiments. Ben c'est le même principe avec des mâts que vous plantez dans le sol. Bon, voilà, ça peut être un petit écueil de bien planter ces rideaux d'algues de manière assez solide, parce que si vous avez une très forte houle, ces rideaux d'algues ils peuvent comme ça absorber aussi de l'énergie, donc il faut qu'ils soient bien arrimés. Mais à part ça, moi j'ai pas trouvé de mauvaises expériences, parce que les Asiatiques, pour le coup, notamment les Sud-Coréens, mais pas que, du côté de Hong Kong, en fait, dans tout le delta de la rivière des Perles, on a aussi des dispositifs de culture d'algues qui sont qui ont plutôt que des avantages. Donc je vois pas trop de désavantages. Après, évidemment, il faut expérimenter. Là, on est encore au stade du papier, ce que je vous dis, et ça nécessite un changement de mentalité. Déjà, quand vous avez prélevé du poisson toute votre vie avec un matériel qui est adapté à la pêche, accepter de passer au végétal, c'est très loin de votre imaginaire. Donc, c'est là où il y a une réflexion de comment tu crées une filière, parce que même cette filière d'algues, il faut pouvoir la rentabiliser à terre. Enfin, il y a toute une dimension de création de filière qui nécessite que l'État retrouve aussi un rôle stratège, un rôle un peu gaulliste écolo, quoi. Voilà, mais de mettre ensemble des entreprises, des régions, des départements, des politiques publiques pour que tout soit prêt, en fait, et qu'il y ait des incitations économiques. Et si on arrive à faire tout ça, compte tenu du fait que nos pêcheurs, ils ont plus trop le choix, et qu'on peut aussi légiférer pour empêcher la pêche industrielle trop destructrice, peut-être qu'on peut construire comme ça en 20 ou 30 ans un secteur assez robuste, du moins en France. Avant qu'on conclue, et si vous voulez préparer des questions, vous pourrez juste après celle-là vous poser les vôtres. Pierre, si tu devais résumer l'importance en gros de l'océan, de tout ce qu'on vient de dire en une seule phrase, ce serait quoi ce qui te viendrait en premier à l'esprit? Ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est qu'on n'a pas la mer par hasard. Et que sans les océans, notre planète bleue, il n'y a pas de climat stable, et il n'y a pas ce côté nourricier qu'ont nos propres mers. Donc pour moi, on doit protéger la mer autant que nos mers. Enfin, pardon, c'est vraiment ce qui me vient spontanément. Mais la dimension terre-mer et mer-terre, pour moi, est très importante dans cette flamme de l'engagement-là, quoi. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Est-ce que tu as connaissance d'initiatives en France, de choses qui sont déjà poussées et éventuellement à échelle déclinable, à échelle plus ou moins industrielle? Ouais, le truc, c'est que j'ai oublié le nom des deux entreprises que je cite en exemple dans mon bouquin, qui sont des entreprises bretonnes. Algopac, très intéressant, parce que eux, ils ont trouvé une méthode pour faire des bioplastiques à base d'algues laminaires cultivées en Bretagne, notamment pour faire des emballages. Et puis, il y en a d'autres, mais je veux pas, voilà. Donc, tout ça nous montre qu'il y a des prémices de modèles économiques. Après, on reste à un stade très, très early. Et ce serait quoi, du coup, la prochaine avancée là-dessus? Est-ce qu'il faut encore valider des modèles économiques, ou est-ce que ça c'est plutôt quelque chose qui est déjà fait et on pourrait c'est plutôt chercher des fonds pour passer à une échelle industrielle, par exemple? Là, si je prends 2 secondes ma casquette d'entrepreneur, parce que quand tu es entrepreneur, en fait, tu connais tous ces cycles-là. Tu lances un truc qui est un peu nouveau, en l'occurrence des cours de 10 heures qui se regardent comme une série Netflix, tu sais pas du tout comment les gens vont réagir, comment ton marché va réagir. Donc il y a un truc à un moment qui s'appelle l'expérimentation, c'est-à-dire qu'il faut y aller.
Et puis ensuite, on affinera. Mais il faut éviter l'analyse paralyse. C'est-à-dire, si on se pose trop de questions en amont, qu'on attend de calibrer des modèles ultra sophistiqués qui nous dérisquent à 100% parce qu'on est sûr que ça va marcher à tous les coups, en fait, on fait rien. Et on n'a pas le temps de rien faire. Donc, je pense qu'il faut se lancer très vite, que ça nécessite de, à mon avis, recréer un espace. Et ça, c'est l'État qui pourrait, à mon avis, l'impulser typiquement ce qui va se passer avec le rendez-vous onusien de juin prochain sur les océans. Mais voilà, de créer un grand moment de débat national, où je ne sais pas comment, voilà, mais où la puissance publique pourrait faire converger des collectivités, des entreprises, des acteurs associatifs, des représentants des pêches, avec cette thématique-là, et avec des chantiers d'expérimentation, enfin des projets pilotes. Parce qu'aujourd'hui, on manque surtout de projets pilotes. La Bretagne, la Normandie se prêtent très très bien à ça. D'autant que c'est des zones qui sont sinistres. Enfin, ces petits ports-là sont sinistrés. Enfin, beaucoup. La diminution de la pêche. Moi, voilà, sur le port de pêche de Ouistreham, vous avez plus de poissons qui viennent de Rungis qui viennent de nos navires. Voilà, c'est absurde, mais c'est une réalité. Donc voilà, mais il va falloir le porter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Question de Gabriel Pouliot de 2 tonnes. Merci beaucoup Pierre-Xavier. Est-ce que tu as un petit peu travaillé sur le sujet de les algues, surtout dans l'alimentation, plutôt sur une logique d'atténuation, de du coup manger moins de viande, émettre moins de gaz à effet de serre et puis éviter de déverser à cause des élevages de porcs ou autres plein d'intrants dans les océans également? Ouais, absolument. Alors, les algues, elles ont des propriétés nutritionnelles très intéressantes. Déjà, vous avez sur les 10 000 espèces de macroalgues que vous avez dans le monde, et on en découvre aussi beaucoup de nouvelles, mais la plupart, en fait, elles sont toutes comestibles. Voilà, ça c'est le premier truc. Elles ont un taux de protéines qui est très élevé. Encore une fois, tout est question de représentation culturelle, c'est-à-dire que les Japonais, par exemple, sont en avance sur le fait d'intégrer de l'algue dans leur régime alimentaire. Il faut croire que ça leur réussit plutôt bien parce qu'il y a quand même 1 voire 2 zones bleues, donc les zones où il y a le plus de centenaires au monde qui sont au Japon. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Aujourd'hui, on sait faire des très bons tartares d'algues, mais demain on saura raffiner ça pour faire aussi d'autres produits, des steaks, etc. Enfin, des choses qui puissent augmenter le degré d'algues dans les menus en général. Et puis, il y a une étude assez intéressante c'est les Américains qui ont trouvé ça. Donc là, c'est les algues, mais c'est aussi les coquillages. Je vous parlais des coquillages, qui se cultivent d'ailleurs en très bonne synergie avec les algues. Mais si vous prenez les huîtres, les huîtres filtrent énormément d'engrais, de phosphore, d'azote, de microparticules, etc. pour produire pas mal de protéines et dans leurs coquilles stocker beaucoup de carbone. Et les coquilles d'huîtres, c'est du carbone qui est stabilisé. Vous pouvez, ça sort du cycle, donc c'est très bien. On a perdu 85% de nos bancs d'huîtres dans le monde depuis 1 siècle et demi. Il y a beaucoup moins d'huîtres aujourd'hui dans le monde qu'à l'époque, des huîtres sauvages, etc. Les Américains ont dit que, cette équipe de chercheurs a dit que si on remplaçait 10% des protéines bovines mangées par les Américains par de l'huître, eh bien l'effet climatique positif serait l'équivalent des émissions de 5 millions de Français. J'ai fait les calculs pour vous, voilà, mais donc 50 millions de tonnes de CO2. Enfin, c'est quand même significatif. Évidemment, tu substitues des émissions d'un côté, t'en gagnes de l'autre. Et il y a un autre truc intéressant sur les algues et l'élevage, c'est que quand tu incorpores une certaine variété d'algues, une algue verte dont j'ai oublié le nom précis, mais voilà, dans le régime des bovins, ils émettent beaucoup moins de méthane parce que ces algues-là vont développer une flore intestinale un peu différente qui réduit de 2/3 les émissions de méthane de ces vaches-là. Donc si vous couplez de l'herbage, c'est-à-dire vous diminuez vos cheptels, vous faites de l'élevage extensif qui pâture en plein air et que vous leur donnez des compléments alimentaires à base de cette algue verte-là, vous avez assez peu d'émissions résiduelles de méthane. Encore faut-il évidemment diminuer globalement sa consommation de viande parce que ça, c'est pas tenable à l'échelle. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je pense que je préfère manger des algues que des insectes en plus. Moi aussi.
Merci beaucoup à tous. C'est la fin de cet épisode. Merci Pierre d'avoir été avec nous sur The Big Shift. Et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes mon auditeur préféré. Merci beaucoup. Si c'est pas encore fait, je vous demande de vous abonner, de mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute, de laisser un commentaire, de nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Ça nous aide énormément à avancer. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et je vous dis à très bientôt. Salut! C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.